La désoccidentalisation du monde. Je crois que, quelle que soit notre appréciation sur ce processus, sur lequel je vais essayer de vous expliquer ce que j'en pense moi, il y a un fait qui est certain et qui s'impose, c'est que pour la première fois, depuis 5 siècles, eh bien, les puissances occidentales ne sont plus capables, ne sont plus en situation d'imposer leur ordre au reste du monde. Ça, c'est le fait majeur qui, je pense, structure les relations internationales désormais. Et le point de réflexion du bouquin que nous avons commis avec mon ami Christophe Ventura, alors ce qui est intéressant, c'est que pour ma part, j'essaye d'être modestement spécialiste du Moyen-Orient, et tout particulièrement de la Turquie, c'est ma base de départ dans la région, et mon co-auteur Christophe Ventura, mon ami Christophe, est lui spécialiste de l'Amérique du Sud, donc ça nous a aussi permis de croiser des points de vue d'origine différentes. Et le point de départ de ce bouquin, c'est le constat d'une sorte d'inflation dans les termes utilisés dans les colonnes des journaux, dans les médias, dans les débats aussi. Le terme de désoccidentalisation, bien sûr, le terme de Sud global, qui revient de plus en plus souvent, je vous dirai ce que j'en pense, le terme d'Occident collectif, ça c'est la version un peu poutinienne de l'appréciation des relations internationales, et puis comme il faut toujours faire chic et parler un peu l'anglais, c'est l'expression, vous l'avez sûrement entendu, the West versus the rest, ou the West against the rest. Bien. Alors toutes ces expressions, elles ne sont pas fausses, bien évidemment, mais il nous semblait qu'elles restaient très descriptives et qu'elles étaient finalement assez impressionnistes. Elles évoquaient un phénomène, elles évoquaient une situation, certes, légitimement, mais nous considérions, et c'était le point de départ du bouquin, que pour au moins 3 raisons, elles étaient insatisfaisantes, ces expressions. Tout d'abord, parce que, évidemment, quand on utilise ce type de terme Sud global ou Occident collectif, ça donne une sorte d'instantanéité au processus en cours qui néglige en réalité totalement le fait que ce processus de désoccidentalisation s'inscrit dans la durée, voire la longue durée. Première chose. La deuxième chose, c'est parce que ces expressions que je viens d'évoquer, évidemment, possèdent une connotation géographique. Le Sud global, l'Occident collectif, bon, etc. Alors, cette appréciation géographique, elle n'est pas non plus totalement fausse, bien évidemment, mais elle non plus n'est pas satisfaisante, tant les contradictions, par exemple, au sein des États du Sud sont importantes, et j'y reviendrai ultérieurement, et que ces contradictions, finalement, elles sont insuffisamment prises en compte. Et c'est pourquoi il nous a semblé utile de réfléchir un peu plus avant, parce que ce type d'expression, en réalité, révèle souvent une sorte de raisonnement binaire qui n'est pas opérationnel. Le monde n'est pas en noir et blanc. Le monde, il possède toute une série de nuances, ce qui en fait son attrait et la complexité à le comprendre. Et enfin, troisième élément, et c'est peut-être ce qui fait notre singularité dans ce bouquin, c'est que nous considérons que dans les analyses géopolitiques, et c'est pourtant notre travail, puisque Christophe et moi travaillons à l'IRIS depuis de nombreuses années, donc la géopolitique, c'est notre quotidien professionnel, et par ailleurs, c'est une passion, donc nous avons la chance de lier les deux. Il n'y a jamais, ou quasiment jamais, l'analyse des processus sociaux internes aux sociétés, c'est-à-dire quel est le contenu social de ce mouvement de désoccidentalisation. Et c'est aussi un point que j'aimerais développer. Alors reprenons point par point ces différents éléments. Tout d'abord, donc, ces processus d'occidentalisation, désoccidentalisation ont une longue histoire politique, bien sûr, une longue histoire économique aussi qu'il faut mettre en perspective. Et pour parler clair, pour nous, et donc pour moi, le co-auteur, les concepts d'occidentalisation, désoccidentalisation ne peuvent être disjoints, ne peuvent être séparés des rapports de domination économique, du mode de production économique dominant, c'est-à-dire le capitalisme. Donc pour nous, la question de la désoccidentalisation, ce n'est pas avant tout un phénomène géographique, bien qu'il ait une dimension géographique, mais c'est une question avant tout politique et donc géopolitique. En effet,
l'extension du capitalisme a été portée par les puissances occidentales. Alors les principales d'entre elles, vous les connaissez tous, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne bien sûr et quelques autres, qui se sont imposées au reste du monde de façon souvent brutale, violente, sous des formes très différentes les unes des autres, mais incluant entre autres l'esclavage dans certains cas, incluant bien sûr le colonialisme dans ses différentes déclinaisons, et l'impérialisme dans la dernière phase. Et quand je dis impérialisme, pour ma part, ce n'est pas seulement la conquête de territoires étrangers, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, et ça a été rappelé tout à l'heure, les déclarations d'un certain Donald Trump il y a une semaine, à propos du Canada, à propos du Groenland, à propos de Panama, me fait penser que dans l'esprit de certains dirigeants, et pas des moindres, puisque c'est celui des États-Unis, l'impérialisme n'est pas mort, malheureusement, mais c'est ainsi. En tout cas, l'impérialisme, pour moi, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la mainmise de ce qu'on appelle le capital financier, c'est-à-dire que c'est cette fusion entre le capital industriel et le capital bancaire, et désormais s'impose au reste du monde, à la totalité du monde, ce capital financier. Mais il est contesté. Le capital financier, je voudrais faire une petite incise, parce qu'on en parle comme ça, mais je ne vais pas vous assommer de chiffres ce soir, rassurez-vous, mais quand même un chiffre. On a fait un petit calcul rapide, j'arrondis ces chiffres. Chaque jour, sur les marchés d'échange internationaux, sont échangés 7 500 milliards de dollars. Chaque jour. C'est ça le capital financier. C'est-à-dire des transactions permanentes et automatiques qui se font par des transferts de capitaux dans tous les sens. Tout ça pour le bénéfice, évidemment, des actionnaires. Mais 7 500 milliards de dollars, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. Pour moi, c'est un peu compliqué à visualiser. Alors, je vais vous dire ce que ça représente, 7 500 milliards de dollars. C'est 30 fois le produit intérieur brut mondial. D'accord ? Et on a poussé le calcul un peu plus loin. C'est 100 fois le montant du commerce international en une année. Ces chiffres datent de 2022. Bon. Donc, vous voyez, c'est ça le capital financier, c'est ça l'impérialisme, en réalité, outre les aspects de conquête territoriale. Donc, ces rappels sont nécessaires, je crois, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai une formation initiale d'historien, donc j'essaie toujours de placer dans les contextes historiques. Et donc, après, on s'est interrogé pour savoir quand se sont cristallisés les premiers mouvements de rupture avec l'occidentalisation du monde, qui s'est imposée il y a 5 siècles, et il y a eu un moment de rupture. Alors, on a pris une date, c'est 1917. 1917, c'est la révolution soviétique. Mon propos ici n'est pas du tout de disserter sur la nature de la dite révolution, n'est pas de vous donner mon appréciation, enfin si vous voulez on pourra en discuter, sur cette révolution, mais d'acter le fait que c'est, de façon organisée, consciente, la première rupture véritable avec le mode de production capitaliste tel qu'il s'était développé depuis le XVIe siècle, et donc avec l'ordre mondial dominant de l'époque. C'est structurant des relations internationales. Parce que cette révolution soviétique, 1917, elle va avoir des conséquences, à minima, jusqu'en 1991, date de la dislocation de l'URSS. Donc c'est une séquence très importante du XXe siècle, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais plus loin dans le raisonnement, puisque 2 ans après la conquête du pouvoir, les bolcheviks décident, en 1919, de créer l'Internationale communiste. C'est intéressant parce que ça prouve, là encore, quelle que soit l'appréciation qu'on peut avoir sur cet international communiste, mais ce n'est pas le propos et le sujet ce soir, mais ça prouve que les dirigeants de la jeune Union soviétique se placent tout de suite en perspective internationale pour lutter contre ce mode de production dominant. Et je vais encore un tout petit peu plus loin, c'est 1920, donc 3 ans après la Révolution, il y a alors là, écoutez bien le terme, ils organisent le Congrès des peuples d'Orient, à Bakou, l'actuelle capitale de l'Azerbaïdjan. Donc ce Congrès des peuples d'Orient, de par son nom même, exprime le fait qu'il y a cette volonté de rupture
avec ce qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, l'occidentalisme ou l'occidentalisation du monde. Évidemment, les espoirs des révolutionnaires russes n'ont pas été suivis des faits. C'est-à-dire qu'il y a eu une vague révolutionnaire dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale. Ce sont une série d'échecs. Il va falloir en réalité, et je saute allègrement quelques décennies, vous me le pardonnerez, qu'il va falloir attendre donc en réalité l'après-Seconde Guerre mondiale pour assister, concomitamment avec l'instauration de la guerre froide, avec la division du monde en deux blocs, on va assister donc, dans l'après-1945, à une nouvelle vague de luttes révolutionnaires qui toutes ont un contenu clairement anti-occidental, anti-colonial, anti-impérialiste. Ça démarre en Asie, ça s'étend à l'Afrique et c'est l'ère des indépendances. Vous avez une série de pays qui, à l'époque, donc, luttent pour leur indépendance et parviennent, pour beaucoup d'entre eux, à l'indépendance. Alors là aussi, je me permets de sauter quelques années. J'arrive à un événement fondateur qui nous a fait beaucoup réfléchir. C'est 1955, donc 10 ans après la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fameuse conférence de Bandung. Cette conférence de Bandung, en Indonésie, elle regroupe 29 pays, africains, asiatiques principalement, et elle représente à l'époque 50, ces 29 pays représentent 50%, excusez-moi, de la population mondiale. Ces 29 pays représentent 50% de la population mondiale. Mais à l'époque, seulement 10% des richesses produites. Mais donc cette conférence de Bandung, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que va se cristalliser un terme nouveau, qui a été d'ailleurs inventé par un démographe français 3 ans avant cette conférence de Bandung, c'est l'expression de tiers-monde. C'est-à-dire cette partie du monde qui veut se décoloniser et qui prétend, y arriveront-ils, je ne le crois pas, mais qui prétend s'émanciper de la tutelle des deux blocs, de la tutelle du bloc dirigé par l'Union soviétique et de la tutelle du bloc dirigé par les États-Unis. Pour autant, cette affirmation ne sera pas véritablement suivie des faits, parce que parmi les 29 pays qui participent à la conférence de Bandung, alors avec des personnalités aussi importantes que Gamal Abdel Nasser, le chef d'État égyptien, que Nehru, l'Indien qui a eu une part décisive dans l'accession de l'Inde à l'indépendance contre l'impérialisme britannique, que Zhou Enlai, un des principaux lieutenants de Mao Zedong, qui a pris le pouvoir 6 ans plus tôt, en 1949, en Chine. Donc tous ces gens sont d'une importance considérable. Ce sont qu'on les aime ou pas, peu importe, ce sont des chefs d'État qui ont marqué, qui ont façonné à la fois leur pays, mais aussi l'histoire du monde. Tous ces braves gens avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas être sous la tutelle de l'un des deux blocs, d'aucun des deux blocs, et pour autant, on voit dans la réalité que finalement, cette conférence de Bandung et les membres de cette conférence, au final, au total, se sont alignés sur l'un ou l'autre des deux blocs qui structurent à l'époque les relations internationales. C'est ainsi. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que dans tous ces pays qui acquièrent leur indépendance, eh bien, les bourgeoisies nationales veulent s'insérer dans le système monde, dans le cadre d'États indépendants. Et c'est infiniment progressiste, évidemment oui, même si, et c'est là où il y a une limite à ce processus de décolonisation, c'est que j'ai bien l'impression pour ma part qu'au-delà même de l'importance intrinsèque de ces mouvements de décolonisation, donc de désoccidentalisation, ils ne sont pas parvenus à s'extraire de la division en deux blocs de l'ordre du monde et surtout, ils ne se sont pas placés comme porteurs d'un mode de production alternatif. En réalité, ces hommes, il y avait peu de femmes à l'époque dirigeant ces pays, ont un apport considérable en termes de vecteurs de la décolonisation. C'est très important en tant que tel, mais ils n'ont pas pu, ou ils n'ont pas voulu, ou ils n'ont pas su cocher la bonne case, instaurer un système de production économique en rupture et alternatif au mode de production dominant. C'est peut-être là la limite de ce mouvement. Je le souligne parce que tout à l'heure, on va aborder la situation concrète actuelle
Et peut-être faudra-t-il se poser la même question, même si évidemment nous sommes dans un contexte historique, politique, radicalement différent que les années 50 ou 60. Alors cette division du monde en deux, cette tentative des États du tiers-monde de s'émanciper, ce qui ne réussira pas, pour autant, les processus sociaux ne sont jamais linéaires. C'est ce qui fait leur saveur. Il est toujours difficile de les prévoir à l'avance parce qu'il va y avoir, dans ce contexte, des moments de rupture d'une importance considérable. La Chine, 1949, va faire sa révolution, d'ailleurs au départ contre la volonté des soviétiques, mais c'est à l'époque de mémoire 600 millions de personnes qui d'un coup passent dans un système différent du système capitaliste. Vous avez alors à une plus petite échelle la rupture de Cuba, mais qui est d'une grande importance du fait de la proximité de l'île de Cuba avec les États-Unis. Vous avez bien évidemment le Vietnam, et d'ailleurs j'ai dû faire des réunions ici en solidarité avec le peuple vietnamien, mais c'est une autre époque. Et donc évidemment ces événements sont autant de soubresauts dans la vie politique internationale qui cherchent confusément, difficilement à élaborer un autre système. Cette situation que je brosse à grands traits, eh bien, elle va perdurer jusqu'en 1989-91. Pourquoi ? C'est évident. 89, c'est la chute du mur de Berlin. 91, je l'ai déjà dit, c'est la dislocation de l'Union soviétique. Et c'est ce qu'on va voir émerger à l'époque, un nouveau monde, de nouveaux rapports de force, en tout cas plutôt qu'un nouveau monde, et ce qu'on dit un peu pompeusement, de nouveaux paradigmes des relations internationales. C'est-à-dire que le monde bipolaire disparaît, implose, explose, comme vous voudrez, pour le caractériser. Et alors, ce qui est très passionnant, c'est que pendant 10 ans, à partir de 91, en gros 90, 91, jusqu'au début des années 2000, eh bien, vous avez un moment unipolaire, ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine avait appelé le moment de l'hyperpuissance américaine. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, il semblait que les États-Unis n'avaient plus aucun concurrent, aucune puissance capable de les contrer. Vous savez, c'est l'époque où un auteur états-unien avait écrit un bouquin sur la fin de l'histoire. Pour les Américains, enfin pour une partie des Américains, les élites en tout cas, il semblait que l'histoire du monde était terminée. Elle était achevée, elle s'était achevée par la toute-puissance de leur pays. Évidemment, c'est toujours le cas dans ces situations d'hyperpuissance, c'est que la radicalité de l'hubris états-unienne va s'accompagner d'une immense capacité négative de déstabilisation du monde. Parce que c'est l'époque où il va y avoir l'Afghanistan. Alors certes, en réponse aux attentats du 11 septembre, il va y avoir l'Irak en 2003, tout autant de catastrophes pour les peuples concernés, bien évidemment, mais aussi, alors décidément, je vous rappelle des souvenirs, vous me le pardonnerez, mais ça me fait plaisir, on avait organisé ici un meeting, je me souviens, avec Ignacio Ramonet, qui était le rédacteur en chef du Monde Diplo, contre la guerre en Irak en 2003, ici même, enfin pas dans cette salle, mais l'ancienne salle du patronage laïque. Vous voyez, ce lieu est parsemé de dates très importantes. Bon, on avait prédit à l'époque que cette guerre terrible en Irak allait non seulement être un drame pour les Irakiens eux-mêmes, mais allait avoir des conséquences négatives sur toute la région. Je crois que là-dessus, on ne s'était pas trompé. J'aurais préféré me tromper, mais évidemment, cette région a été déstabilisée en raison de cette intervention unilatérale, sans aucun mandat de l'ONU, vous vous en rappelez, contre l'Irak, et ça a eu des conséquences déstabilisatrices qu'on ressent encore actuellement dans la région. Donc, série d'échecs cuisants. Et c'est là où j'arrive au deuxième point, c'est que concomitamment à cette affirmation temporaire, une dizaine d'années de l'hyperpuissance américaine, il y a un autre phénomène d'une importance considérable, en tout cas pour moi, c'est que nous allons assister à l'affirmation nette, graduelle, mais nette, de ces États du Sud, avec évidemment comme tête de file la Chine.
qui deviennent de facto des concurrents à la toute-puissance occidentale, ou prétendue telle, et qui vont peu à peu s'affirmer. Alors, évidemment, on ne va pas parler des États du Sud en général, puis on ne va pas les prendre un par un parce que ce serait un peu trop long, mais j'insisterai peut-être sur ce qu'on appelle les BRICS. Vous savez, les BRICS, se créent en 2009-2011. C'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, rejoint par l'Afrique du Sud, en anglais South Africa, en 2011. Ces BRICS, on les appelle désormais aujourd'hui, en 2025 et depuis l'année dernière, les BRICS+, parce qu'aux 5 membres initiaux vont s'ajouter les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie. Donc désormais, actuellement, 9 pays sont membres des BRICS+, tels qu'on les appelle. Mais je voudrais, et là aussi, ce seront, je crois, les derniers chiffres de la soirée, ces BRICS+, représentent 46% de la population mondiale. Alors que les pays du G7, vous savez, ce fameux directoire des 7 pays les plus puissants du monde, ou qui se présentent comme tels, ne représentent que 10% de la population mondiale. 46-10, d'accord ? Au niveau économique, les BRICS représentent, j'arrondis les chiffres, 36% du produit intérieur brut mondial. Le G7, les 7 États les plus puissants du monde, ne représentent aujourd'hui que 30% du produit intérieur brut mondial. Et les projections pour les années à venir, à l'horizon 2027-28, accroissent encore ces différences, c'est-à-dire que les BRICS s'imposent de plus en plus au niveau économiquement et que la part relative des États occidentaux est en baisse. Dernier chiffre, parce que nous sommes encore dans une économie carbonée, pour le meilleur et surtout pour le pire, les BRICS représentent 54% de la production pétrolière mondiale. Donc ça vous donne quand même le poids de ces États. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, au moment de la conférence de Bandung, les 29 États présents, c'était 10% de la production économique internationale. Donc nous avons là un processus essentiel qui est en train de transformer la physionomie du monde, c'est incontestable. En d'autres termes, nous assistons aujourd'hui sous nos yeux, depuis déjà quelques années, à un véritable basculement du centre de gravité économique de la planète, du nord vers le sud. Et quand je dis du nord vers le sud, je répète que ce n'est pas pour moi purement géographique. Hein, on est bien d'accord. Est-ouest, ce n'est pas non plus purement géographique. Je fais une petite parenthèse. Dans ce qu'on appelle le monde occidental, vous avez les États-Unis, l'Union européenne, évidemment. Mais vous avez aussi le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Taïwan, Israël, qui ne sont pas spécifiquement, au sens géographique du terme, des États occidentaux. Donc c'est bien un concept politique dont je parle aujourd'hui. Alors pour autant, si ces BRICS ont une importance objective considérable, il ne faut pas céder dans notre analyse au mirage que pourraient constituer ces BRICS, parce qu'il n'y a pas d'unité en réalité. Ils ont des intérêts communs, certes, certains intérêts communs, mais quand on fait la liste, je vous l'ai donnée, je ne veux pas la répéter, il ne vous aura pas échappé que la Chine et l'Inde, tous deux membres des BRICS, n'ont pas tout à fait la même vision de l'avenir, n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, et pour parler clair, sont même carrément concurrents. Bien. Vous avez aussi l'Iran et l'Arabie saoudite. Il ne vous a pas échappé que ces deux États, pour une série de raisons, n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts et la même vision de l'avenir. Donc, ce qui me paraît aussi très important, en plus de l'affirmation de ces BRICS, et là c'est une remarque plus générale, c'est que désormais, et c'est une donnée mais absolument majeure, les partenariats au niveau international sont désormais à géométrie variable. Il n'y a plus de blocs figés comme cela a pu exister au moment de la guerre froide. C'est terminé, ça n'existe plus. Peut-être cela reviendra dans 10, 15, 20, 30 ans, je n'en sais strictement rien. Mais aujourd'hui, la lecture du monde
la compréhension du monde, la pensée sur les évolutions du monde est infiniment complexe en raison de sa volatilité permanente. Alors, moi, c'est mon boulot, c'est tout à fait stimulant intellectuellement. Bon, on n'a pas toujours les bonnes réponses, ça serait bien prétentieux que de le prétendre, mais enfin, nous sommes interpellés. Nous, on est évidemment spécialistes de ces cas, enfin, on essaye de l'être, mais je pense que ça interpelle en réalité tous les citoyens qui s'interrogent sur leur environnement politique, géopolitique, etc. Et vous en êtes le témoignage vivant, parce que je ne pense pas qu'on vienne par hasard à une conférence sur la désoccidentalisation. Nous sommes aujourd'hui, désormais, à l'ère de ce que j'appelle les alignements multiples. On ne fait plus partie d'un bloc. On ne fait plus partie d'une alliance. Pour l'essentiel, je vais dire un mot sur l'OTAN quand même. Alors évidemment, selon les pays, ça prend des noms différents. En Inde, les dirigeants indiens parlent de multi-alignement. Oui, mais ça revient au même. En Amérique latine, on parle de non-alignement actif. Bah oui, mais ça revient au même. C'est des termes différents, mais ça exprime les mêmes processus, c'est ce qui me paraît le plus important. Alors pour illustrer ce terme de multi-alignement, de non-alignement actif, je vais vous prendre 2 ou 3 exemples illustratifs, enfin j'espère. L'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est incontestablement un pays d'avenir. Vous le savez, l'Arabie saoudite est un allié fidèle, j'irais même jusqu'à dire servile, des États-Unis. En tout cas, ils l'ont été très longtemps. Vous savez qu'il y a eu un pacte, le pacte du Quincy, où en 1945, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, sur un thème très simple. Nous, États-Unis, on vous donne la sécurité, on vous garantit la sécurité, et vous, Saoudiens, vous nous alimentez en pétrole. Bon, je résume, je schématise, mais enfin, c'était l'idée. Et effectivement, pendant plusieurs décennies, les Saoudiens ont été des alliés parmi les plus fidèles, au moins au niveau du Moyen-Orient, des États-Unis. Cette situation est terminée. Est-ce que les Saoudiens ont rompu avec les États-Unis? Que nenni, pas du tout. Mais je vais vous citer un événement récent qui est plus qu'une anecdote. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a un journaliste saoudien opposant qui vivait aux États-Unis et qui s'appelait Khashoggi. Ce Khashoggi, à Istanbul, va au consulat saoudien d'Istanbul pour faire renouveler ses papiers. Il n'est jamais ressorti. Et on sait maintenant, de façon quasiment certaine, qu'il a été découpé en morceaux et dissous dans l'acide. Méthode saoudienne fort démocratique. Et à l'époque, pourquoi je vous rappelle cet événement tragique, c'est que M. Biden, qui était président des États-Unis, avait dit jamais je n'irai en Arabie saoudite. C'est un État paria qui s'est déshonoré en procédant à l'élimination terrible de ce journaliste. Très bien. Survient la guerre en Ukraine 2022. Et il y a un petit problème, les cours du pétrole s'envolent. Donc M. Biden, malgré sa promesse de ne jamais se rendre en Arabie saoudite, prend son avion pour aller vers Riyad. Il est reçu par Mohammed Ben Salman, le régent saoudien, cet homme très jeune qui a beaucoup de projets pour son pays, et il lui demande d'augmenter la production pétrolière. L'Arabie saoudite est probablement le seul pays qui peut véritablement agir de façon significative sur la quantité de production de pétrole quotidien. Et il lui demande d'augmenter la production de façon à faire baisser les cours. Enfin, c'est mécanique. Il essuie un refus, poli, mais très ferme. Et donc, M. Biden reprend son avion bredouille. Première puissance du monde. Je ne dis pas que Mohammed Ben Salman lui a fait un bras d'honneur, mais c'est presque cela. Mais pire encore, 2 mois plus tard, ça c'est en juillet 22, au mois de septembre, 2 mois plus tard, dans le cadre de l'OPEP+, l'OPEP c'est l'organisation des producteurs et exportateurs de pétrole, les Saoudiens décident, conjointement avec les Russes,
de baisser la production pétrolière. Double bras d'honneur. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, et c'est assez simple, c'est que les Saoudiens, bien évidemment, n'ont pas rompu leur alliance avec les États-Unis formellement, mais dans la réalité, multi-alignement, politique, multivectoriel. C'est pourquoi je veux vous faire comprendre qu'il n'y a plus de blocs tels qu'ils existaient il y a quelques années ou quelques décennies. Là je vais être plus court, pour évoquer la Turquie. La Turquie est un pays membre de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont il ne vous a pas échappé que l'OTAN est dirigée de A à Z par les États-Unis. Donc la Turquie en fait partie depuis 1952. Est-ce que la Turquie, malgré tout ce qu'on a pu entendre ces dernières années, a rompu avec l'OTAN? Pas du tout. Mais est-ce que le président turc, M. Erdogan, est aligné sur les États-Unis? Pas du tout non plus. Il a les relations les plus fluides du monde avec Vladimir Poutine. Il essaye de jouer un rôle d'intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie. Pour l'instant, il n'y est pas véritablement parvenu, mais je ne lui jette pas la pierre. C'est évidemment infiniment compliqué. Il entretient les meilleures relations du monde avec la Chine, etc. Et voyez, un autre exemple presque chimiquement pur de cette capacité des États dits du Sud de s'affirmer désormais sur la scène internationale et régionale en ne rompant pas leurs alliances traditionnelles, mais en étant plus prisonniers de celles-ci. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que désormais, les États du Sud ne sont plus le petit doigt sur la couture du pantalon devant les puissances occidentales. C'est un phénomène majeur, c'est un phénomène décisif et je pense un phénomène irréversible. Je pourrais vous prendre un troisième exemple. Excusez-moi, là tout arrive. C'est ce qu'on appelle le Quad. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le Quad, c'est le dialogue quadrilatéral pour la sécurité. Qui se trouve dans ce Quad? Les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Tiens, l'Inde qui fait partie des BRICS par ailleurs, mais qui là est dans le Quad avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Évidemment, le but du Quad, c'est de lutter contre l'affirmation de la puissance chinoise. Je pourrais vous multiplier les exemples, ce n'est pas le propos ce soir, mais vous voyez, je voulais l'illustrer quand même par ces trois exemples pour vous faire comprendre que désormais, les États occidentaux sont encore très puissants, évidemment. Hein. Les États-Unis restent encore la première puissance du monde. Est-ce qu'ils sont dépassés par la Chine? Peut-être. Je n'en suis pas si sûr. On verra bien. Mais ce que je pense, c'est que si les États occidentaux sont encore très puissants, qu'ils conservent leur puissance, ils n'ont plus le monopole de la puissance. Et c'est ça qui est déterminant, alors qu'ils l'ont eu pendant une très longue période. Ainsi, si les BRICS sont incontestablement attractifs, il y a actuellement une petite quarantaine de pays qui voudraient entrer dans les BRICS éventuellement. Donc il y a un phénomène d'attractivité de la part de ces BRICS. C'est parfaitement illustratif du rejet d'un ordre international qui est dominé, ou qui était plutôt dominé, par l'Occident. Pourtant, pour autant, rien ne permet d'affirmer que cette affirmation des États du Sud, incarnée, symbolisée par les BRICS, nous permette d'affirmer que l'on s'achemine vers davantage de justice au niveau international, davantage de justice notamment socio-économique. Et j'insiste même sur le fait que les rapports qu'entretiennent les États membres des BRICS avec leur arrière-pays ou avec, par exemple, l'Afrique, eh bien, à mon avis, sont des relations d'un type néocolonial. Quand on regarde la structure des échanges entre la Chine ou l'Inde ou le Brésil avec les États d'Afrique, on constate que les exportations africaines vers ces pays et quelques autres, c'est essentiellement des matières premières, des terres rares, alors que les exportations chinoises ou indiennes ou brésiliennes vers l'Afrique, c'est des produits manufacturés. Ça vous rappelle rien? C'est typiquement le type de relation inégale qu'entretenaient les puissances occidentales, et entretiennent encore ces puissances occidentales avec les pays en voie de développement. Donc, il faut savoir mesure garder. Je pense que l'émergence des États du Sud
Je pense que l'émergence des BRICS, c'est déterminant, c'est structurant des relations internationales, mais il ne faut pas donner un sens à ces processus qu'ils n'ont pas. Dernière chose, sur les blocs, sur lesquels j'ai insisté en disant à plusieurs reprises, il n'y a plus de blocs solides. Je maintiens, je persiste et signe. Il y a quand même une exception qui m'interpelle et qui me pose question, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Parce que pour le moment, on verra ce que fera M. Trump de l'OTAN. J'attends de voir. Mais pour le moment, c'est encore un bloc qui tient le coup. Pour le pire, à mon avis, souvent. Et on l'a bien vu ces 3 dernières années, au-delà de l'OTAN, il y a eu encore des réactions que j'appelle, moi, occidentalistes. La façon dont les Occidentaux soutiennent l'Ukraine, qu'il faut soutenir, qui a été agressée par une puissance extérieure, et la façon dont les mêmes Occidentaux ont, enfin, j'ose même pas dire géré, mais ont analysé, perçu la crise de Gaza, la guerre de Gaza, c'est un 2 poids, 2 mesures insupportable. Donc, à la fois, les États occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance, mais si vous me passez l'expression un peu triviale, ils ont encore de beaux restes et ils soudent les rangs pour tenter de résister à cette relativisation de leur puissance. En réalité, je pense que les puissances occidentales ont un vrai problème. C'est qu'elles n'arrivent, quand je dis les puissances occidentales, comprenons-nous bien, les dirigeants des puissances occidentales ont un véritable problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre les évolutions de la situation. Leur logiciel ne fonctionne pas comme ça. Moi, je dis toujours à mes étudiants, quand le premier cours je les rencontre, je leur dis, il va falloir, pour mon cours, c'est sur le Moyen-Orient, apprendre à déchausser vos lunettes d'occidentaux. Alors, ils me regardent avec des yeux ronds. Alors, j'essaie de leur faire comprendre pourquoi. Il faut qu'on décentre nos regards pour comprendre le monde tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est essentiel et j'ai bien l'impression que les dirigeants occidentaux, alors évidemment la caricature c'est Trump, mais M. Macron ne fait pas exception à cette incapacité à comprendre le monde tel qu'il est. Et je pense en réalité que l'OTAN, telle qu'elle existe aujourd'hui, est une scorie de l'histoire. Et comme toutes les scories de l'histoire, je pense que l'OTAN n'est pas promis à un grand avenir. Donc nous sommes désormais, pour conclure sur cet aspect, dans une sorte de multipolarité de confrontation, sans qu'aucun pôle n'arrive à s'imposer. Et je pense donc... Alors, il y a un débat entre ceux qui travaillent sur ces questions, parce que vous entendez souvent, nous sommes dans un monde multipolaire. Je pense que nous ne sommes pas encore dans un monde multipolaire. Il me semble que nous sommes dans un monde apolaire, à ce stade, en 2025. Peut-être que si on rediscute ensemble dans 3 ou 4 ans, on dira autre chose, parce que les choses vont quand même assez vite. Enfin, pour terminer, alors attendez, je regarde l'heure, je crois que je suis dans les temps. Ouais, ça va. Le troisième point que j'avais évoqué en introduction, c'est la sous-estimation de la question sociale. Parce que la géopolitique, classiquement, nous dit-on, c'est l'analyse des évolutions des rapports de force entre les États, les conflits, les tensions, etc. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais moi, je ne conçois pas la géopolitique si, en même temps, dans le même mouvement, eh bien, on n'intègre pas les processus sociaux internes à chacune des sociétés. Et je crois vraiment que quand on aborde la question de la désoccidentalisation, entre autres, mais d'autres dossiers concernant les relations internationales, cette absence d'intégration de la question sociale, ce que certains appellent par ailleurs la lutte des classes, moi c'est un terme que j'assume encore, c'est un point aveugle des réflexions et des débats. Et je pense pourtant qu'il y a un lien indissociable, je dis bien indissociable, entre les mouvements d'émancipation nationale, c'est-à-dire cette désoccidentalisation du monde que j'ai évoquée précédemment, et les mouvements de contestation sociale qui existent à travers le monde entier. Alors là, non plus, je n'ai pas le temps, mais ne serait-ce que sur les 15 dernières années, dans tous les continents, vous avez eu des mouvements de contestation sociale et politique de grande ampleur.
les mouvements de contestation dans les mondes arabes, 2011, 2012 et les années suivantes. Je n'utilise jamais le terme de printemps arabe. J'ai entendu quelqu'un qui disait printemps arabe. Ce terme m'énerve au plus haut point. Mais enfin, en tout cas, il y a eu des mouvements de contestation d'une ampleur extraordinaire. Je le souligne, outre que c'est ma zone de prédilection, mais parce que j'ai entendu pendant des années que décidément dans le monde arabe ou dans les mondes arabes, il ne se passerait jamais rien. Bah oui, bah la preuve que non. Alors bien sûr, les espoirs qui avaient été fondés au moment de ces mouvements de contestation n'ont pas été atteints, ne se sont pas réalisés et se sont souvent terminés tragiquement par des coups d'État, par l'instauration de dictatures encore plus dures que ce qui prévalait auparavant, par des guerres civiles, la Syrie entre autres, le Yémen, enfin, etc. Donc malheureusement, ces processus n'ont pas abouti. On pourrait bien sûr penser au mouvement de contestation dans nombre de pays d'Amérique latine, en Asie, en Europe même, bien sûr. Je ne sais pas, moi, le mouvement de contestation indépendantiste en Catalogne, le mouvement des Gilets jaunes en France, et même aux États-Unis, rappelez-vous, avec Occupy Wall Street à une époque. En réalité, si on veut faire quelques remarques, parce qu'on ne va pas décliner chacun de ces mouvements dans le détail, malheureusement, ou peut-être une autre fois, première observation. La plupart de ces mouvements de contestation ont leurs origines, leurs causes, dans la crise financière de 2008 et des mesures qui ont été prises à la suite de cette crise financière de 2008, ce qu'on appelle pompeusement, vous savez, les mesures d'ajustement structurel. Bon, c'est des plans de licenciement, c'est des plans drastiques d'austérité, etc. Et évidemment, ces plans dits d'ajustement structurel ont été voulus, organisés, planifiés par les grandes instances internationales du style Banque mondiale, Fonds monétaire international, encore dirigés par les États occidentaux fondamentalement. Bon. Eh bien, les mouvements de contestation se sont souvent cristallisés en réaction à ce que voulaient leur imposer ces plans drastiques d'austérité. Deuxièmement, ces mouvements, enfin c'est la conséquence logique, objectivement, parce qu'ils résistent aux exigences du FMI ou de la Banque mondiale, comportent une dynamique de désoccidentalisation au sens où ils remettent en cause les logiques du mode de production capitaliste porté par ces institutions internationales. Donc, objectivement, je ne dis pas que c'est forcément conscient, mais objectivement, il y a là un rapport consubstantiel entre les mouvements de contestation sociale et les mouvements de désoccidentalisation qui procèdent de la même logique dans un rapport dialectique évident. Troisième remarque, vous avez dans tous ces mouvements, où qu'ils se trouvent, dans quelque endroit du monde, une exigence de refondation démocratique. Ça sort tout le temps, partout, y compris en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Là aussi, quoi qu'on puisse penser de ce mouvement, et le propos n'est pas d'en discuter, enfin peut-être après, mais il y avait une exigence démocratique. Alors évidemment, dans des pays comme les États arabes qui se sont révoltés, l'exigence démocratique, elle était encore plus forte et plus immédiate au vu des régimes dictatoriaux qui existaient. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que ces exigences de refondation démocratique, elles s'inscrivent aussi dans une logique de refus d'être asservis aux décisions des organismes internationaux. Et souvent, ces mouvements de contestation contestent les pouvoirs en place parce qu'ils considèrent que les pouvoirs en place sont asservis aux grandes puissances occidentales ou aux grands organismes internationaux. Donc c'est très important, ce qui pose, j'ouvre le débat, mais pas le temps de trop développer, la question des États-nations. Vous savez, il y a un débat aujourd'hui, parce que certains considèrent que les États-nations, c'est fini. C'est plus le mode d'organisation des sociétés qui correspond aux besoins objectifs. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Peut-être dans 50 ans, les États-nations, comme forme d'organisation des sociétés, sera dépassé. Et je le souhaite au demeurant, parce que moi j'ai plutôt une formation d'internationaliste, mais aujourd'hui, il me semble que les États-nations sont un cadre de résistance à l'impérium, notamment états-unien. La meilleure preuve au demeurant, c'est que dans tous les mouvements de contestation que j'ai évoqués, rares étaient les drapeaux rouges.
rares étaient les drapeaux verts de l'islam. Il y en avait, évidemment, oui. Mais les drapeaux qui étaient les plus présents, c'était les drapeaux nationaux. Est-ce que c'était l'expression d'un nationalisme borné ? Je ne le crois pas du tout. C'était l'expression de la volonté de défendre son État-nation contre ce que voudraient imposer ces organismes internationaux. Alors évidemment, une fois qu'on a dit cela, l'avenir est à écrire. On est devant une page blanche, parce que pour tous ces mouvements se pose la question des alliances internationales. Comment un paysan colombien a-t-il les mêmes intérêts qu'un fellah du delta du Nil ? Le poser ainsi, évidemment, est un peu abrupt, et vous me le pardonnerez. Mais en réalité, ils ont les mêmes intérêts fondamentaux. Et ce qui manque, et c'est le dernier point que je voulais donner sur ces mouvements de contestation, c'est qu'à ce jour, il manque la dimension internationaliste, qui pourtant serait la seule à pouvoir donner des réponses globales, puisque les défis, évidemment, sont globaux, et que si je considère que les États-nations ont encore une fonction, on ne peut plus non plus raisonner uniquement, évidemment, au niveau strictement national. Alors, de ce point de vue-là, il faut bien comprendre qu'il y a un danger pour ces mouvements. C'est ce que j'appelle, ce que nous appelons dans le bouquin le danger campiste. Alors, le campisme, c'est pas nous qui en avons inventé le concept. Le campisme, il existait notamment à l'époque où le monde était divisé en deux grands blocs. Il y avait le camp dit socialiste, et le camp capitaliste, pour aller très vite. Et chacun était arc-bouté sur ses positions politiques, économiques, idéologiques, culturelles, militaires, bloc contre bloc. Et cette façon de voir le monde était évidemment bien réducteur et avait toutes ses contradictions, puisque au sein du camp capitaliste, il y avait des mouvements de contestation sociaux, et au sein du camp dit socialiste, dominé par l'Union soviétique, il y avait aussi des mouvements de contestation, bien sûr. Mais ce qui était désolant, je pense, c'est que, par exemple, des militants communistes, des grands partis communistes occidentaux en France ou en Italie, évidemment, menaient des campagnes contre l'impérialisme, luttaient contre les méfaits de celui-ci. Probablement, ils en étaient tout à fait convaincus et je le respecte totalement. Mais quand il y avait des mouvements de contestation dans les pays de l'Est, alors ils se rangeaient du côté des pouvoirs en place à l'Est, en les dénonçant comme agents de l'impérialisme. Donc, les communistes français, la direction communiste, ont condamné les mouvements de contestation citoyens, populaires, que ce soit en Allemagne, à Berlin en 1953, en Hongrie en 1956, en Pologne en 80, enfin en 70, puis 80, etc. Donc attention à cette logique de campisme. Mais cette logique du campisme, elle existe encore sous une autre forme. Si je résume par une formule, à l'époque des deux blocs, on pouvait dire que l'ennemi de mon ami, l'URSS, est mon ennemi. Aujourd'hui, l'expression serait l'ennemi de mon ennemi, les États-Unis, est mon ami. Attention à cette logique. Attention, parce que ce n'est pas parce qu'on subit les sanctions ou les menaces de l'impérialisme occidental, et notamment états-unien, que pour autant on doit se trouver aux côtés des pays sanctionnés. Pour ma part, je vois que des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, peuvent être sous sanctions. Est-ce que pour autant, mon combat, enfin le mien en tout cas, est d'être un zélateur ou un turiféraire du régime iranien ou du régime chinois ou du régime nord-coréen, et je pourrais en citer quelques autres. Vous voyez, cette logique du campisme, elle est un vrai défi pour les mouvements d'émancipation et pour ce processus de désoccidentalisation. Surtout que, et je vais terminer là-dessus, il y a aussi ce qu'on a appelé dans le bouquin le campisme inversé, c'est-à-dire un campisme qui est dicté par les puissances, enfin qui prétend être dicté par les puissances occidentales, c'est-à-dire un clivage entre les démocraties et les régimes autoritaires, entre les pays libéraux et les pays illibéraux. Et on nous assigne à résidence. Si vous êtes pour la liberté, alors forcément, vous êtes du côté des pays occidentaux, puisque dans les pays en voie de développement, il n'y a que des dictatures. Je refuse cette catégorisation. Elle est totalement artificielle, elle est moralisante, elle est instrumentalisée, elle est inefficiente.
Et elle est donc inacceptable, de mon point de vue. Et je vais vous donner un exemple. Le jeune, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais est-ce fonction, le jeune retraité qui est désormais Joe Biden, pendant son mandat présidentiel, a initié à 2 reprises une grande initiative dont personne quasiment n'a entendu parler. C'était ce qu'il avait appelé, je cite, des sommets pour la démocratie. Donc c'est cette ligne-là. Il voulait ressouder ce qu'il considérait, lui, comme des États démocratiques. Et il a organisé ce sommet à 2 reprises. Alors je me suis amusé à regarder la liste des États présents. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais par exemple, il y avait le Brésil, mais pas le Brésil de Lula, le Brésil de Bolsonaro, qui était présent à ce sommet pour la démocratie. Bolsonaro, fasciste, homophobe, raciste, enfin, vous connaissez le personnage. Il y avait aussi Israël, dont on connaît les grandes vertus démocratiques, comme les habitants de Gaza l'ont constaté pendant des mois et des mois. Il y avait les Philippines. Bon, je pourrais vous faire la liste. Donc, vous voyez, je pense que ces sommets de la démocratie étaient une vaste fumisterie qui servait fondamentalement un certain nombre d'États à manifester leur allégeance aux États-Unis plutôt que de combattre réellement pour les droits démocratiques et le droit international, qui sont évidemment des enjeux fondamentaux. Donc voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur la désoccidentalisation du monde. J'espère avoir été clair. Et maintenant, ouvrons le débat aux échanges et aux questions, mais que ça ne soit pas seulement un jeu de questions-réponses. Et je termine à 20h pétantes. Je suis content.